Mbolo, Mbolo, Sorani, mes associés du Bouloualou Gang. C'est un plaisir de vous retrouver encore pour un nouvel épisode du Bouloualou Talk. Vous savez, c'est une nouvelle saison et en plus, c'est une nouvelle version. J'ai l'occasion maintenant d'avoir des invités avant que je vienne encore avec un autre niveau de ce truc-là parce que je veux partager avec des personnalités, avec des gens, des points bien carrés. Et vous savez que j'aime parler de tout. Et on parle de tout avec Mamkoum. Vous avez vu, on a parlé de féminisme, mais là, on va pas venir parler d'un concept, mais on va venir découvrir c'est quoi un artiste. Parce que aujourd'hui, on parle d'artistes. Quand on parle d'artistes, surtout au Gabon, par exemple, on pense que c'est toujours les artistes chanteurs. En tant qu'artiste, c'est tellement pluridisciplinaire. On a les peintres, on a qui encore là? On a les peintres, les danseurs, on a les slameurs. Bref, je vais pas frustrer mes gens du monde artistique qui vont dire que ouais, Dolène, tu n'as pas cité certains noms, etc., etc. Mais en fait, être artiste, ça veut dire tellement de choses. Et vous savez, moi, personnellement, quand on parle d'art, j'aime pas trop le mot art. J'aime pas trop quand on dit art. Parce que pour moi, franchement, c'est l'esprit de tout un chacun qui s'exprime. Et puis, je trouve que art, c'est un peu le condenser dans quelque chose d'un peu trop simple. Mais je me suis rendu compte en faisant des recherches que, en fait, l'art, c'est quelque chose vraiment de super deep. Et justement, pendant la résidence artistique de Douvangou, je me suis rendu compte que être artiste, finalement, c'est un truc vraiment très dingue. Quand on a plusieurs profils, j'ai eu l'occasion quand même de vivre avec un peu quelques artistes et voir un peu leur mood. On sent vraiment que ce sont des gens qui viennent vraiment de très, très, très loin, qui ont des profils variés, qui ont des vies variées aussi. Et d'ailleurs, justement, parlant de Douvangou, il y a quelqu'un, c'est un Gabonais que vous connaissez très, très, très bien parce qu'on faisait le Dodo Morning ensemble. C'est ma personne et vous savez que je ne pouvais pas le laisser partir du Gabon comme ça parce qu'il est parti il y a 3 ans. Et d'ailleurs, il y a 3 ans, c'était en juin, oui. Il y a 3 ans en juin, c'était sa première exposition et il était là en tant qu'artiste photographe. Mais le truc, c'est que le gars, là maintenant, il est revenu en mode artiste, graphiste ou illustrateur. Vous voyez un peu le mood. Et donc, justement, je me suis dit, non, avec lui, vu qu'il vit maintenant dans un pays que moi, je pense que c'est un pays d'artistes. En fait, c'est le pays que, genre, je stalk. Vous voyez, quand on stalk un pays, genre, sur les réseaux sociaux, non, en ce moment-là, c'est le pays que je stalk le plus, suivi de la Côte d'Ivoire, mais vraiment, il y a un autre mood là-bas. On a l'impression que les couleurs, la vibe là-bas, c'est autre chose, même s'il y a d'autres réalités que je connais aussi. Mais il est venu justement pour une résidence artistique. Vous voyez quelqu'un qui est gabonais, on paye son billet pour venir dans son propre pays et tout. Et là, je me suis dit, mais quand même, mais finalement, c'est quoi être artiste? Parce que là, on ne parle pas de musique, on parle d'autre chose. Donc, il est artiste photographe, il est illustrateur, il fait les vidéos, il est graphiste avec grand G, etc., etc. Mesdames et messieurs, mes associés du Bouloualou Gang, on reçoit dans le Bouloualou Talk Mr. Horace, hors studio. Il est dans le studio avec nous. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis la voix. Alors, Horace, on dit quoi? Ça va? Ça va, tranquille. Écoute, on est là. On dit quoi, le retour au pays? Eh bien, le retour au pays, ça va, tout se passe bien. On est arrivé tranquillement un matin. On a pris le temps de la température, on a vu que les choses n'avaient pas tellement changé que ça. Pardon, faut nous laisser, mais faut pas commencer. Mais bon, on est heureux d'être là et Okay. On essaye de faire en sorte que les choses se passent bien. Tu reviens 3 ans, quand même 3 ans après ta première exposition. Et je me souviens aussi qu'en 2021, tu as aussi fait un concert. Parce que, quand même, hein, tu as fait 2021, je crois que c'était le 14 février 2021, tu as fait un concert, je crois que c'était les Crazy Love Story d'Horace. En juin, tu nous as sorti une exposition qui s'appelle Voyeur, ou pour moi, les gars, si vous n'avez pas vu Voyeur, je jure, allez-y fouiller dans le compte de Hors Studio, vous allez voir. En fait, vous dites que mais le gars, en fait, c'est quoi son problème? Est-ce que son problème, sa réalité, c'est de filmer les problèmes du pays? Mais bon, et là, aujourd'hui, tu viens maintenant en tant que artiste graphiste, illustrateur. Donc, là, moi, j'ai envie qu'on aborde le sujet de finalement, c'est quoi être un artiste? Parce que dans tout ce que tu fais, je pense qu'il y a de la touche artistique. C'est quoi, genre, pour toi, c'est quoi être un artiste?
Alors, cette question, elle est intéressante parce qu'elle aborde deux choses. Le point de vue social et culturel. Mhm. Du point de vue occidental, un artiste, c'est quelqu'un qui sait jouer avec le beau, qui sait mettre en avant une esthétique. Et dans cette esthétique, il a un monde à lui. Et la question que je l'avais posée dernièrement avec une amie qui est curatrice au Sénégal, c'est quoi être un artiste en Afrique? Un artiste en Afrique, pour nous et pour moi aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir utiliser à travers ses œuvres, sceller des blessures, sceller des problèmes, poser des questions sociales, faire en sorte que les gens puissent se remettre en question sur leur vécu, sur la façon dont ils voient le monde, et permettre à ceux qu'on ouvre une nouvelle brèche vers d'autres choses. Il n'y a pas une définition globale, à part celle qui sera peut-être dans le dictionnaire, mais au final, quand tu évolues, tu te rends compte que chaque artiste a sa définition de lui-même et de son art. Ouais, du coup, mais quand tu dis qu'il y a un contexte africain, parce que tu vois, on va prendre un peu l'actualité, on parle de masques, etc., ce que les Blancs appellent des œuvres d'art. Je sais que chez nous, c'est pas une œuvre d'art, ça veut dire quelque chose. Ça appartient, il y a une charge mystico-spirituelle aussi. Et du coup, justement, vu qu'il y a une vision occidentale et une vision africaine de la chose, à quel niveau, toi, tu te positionnes? Moi, je me positionne sur la vision africaine. La vision occidentale reste dans l'esthétique. Elle m'aide à pouvoir transmettre des messages parce que c'est l'Occident à l'heure actuelle et sa manière de concevoir les choses esthétiquement qui est perçue. Mais dans la valeur de la chose, je me positionne dans la condition de l'artiste africain. L'artiste africain a une connaissance de certaines choses, de valeur des choses. Il sait que telle couleur veut dire telle chose. Il sait que il y a une culture propre au message qu'il veut faire passer. Et il doit s'imprégner de cette culture, du contexte dans lequel il se trouve avant de parler au public. Là où la différence, c'est qu'un artiste occidental, par exemple, il va travailler sur des trucs qui lui sont propres par rapport à son environnement. Et c'est ça qu'on va faire balader un peu partout dans le monde. Alors que l'Africain, lui, personnellement, quand il travaille, plus dans son environnement et par rapport aux problématiques qui se posent, et très souvent, même si on l'invite dans un autre pays, avant de produire une œuvre, il va devoir comprendre, je me trouve où, je me situe où, qu'est-ce qui se passe dans cet environnement pour pouvoir travailler. Justement, quand tu dis que lorsqu'on amène un artiste ailleurs et il prend le temps d'étudier, est-ce que c'est un peu ce que tu as fait, par exemple, par rapport à ton œuvre que tu vas présenter pour Douvangout? Est-ce que c'est un peu ça, le bail? C'est exactement ce que j'ai fait, et encore pire parce que il y a deux choses qui se sont passées pour cette œuvre. La première, c'est un caractère personnel. Avant de pouvoir faire cette œuvre, j'étais une personne qui ne connaissait pas son histoire, qui ne savait pas son histoire en termes de naissance. D'accord. J'ai eu une enfance assez particulière où je n'ai pas connu mon père, j'ai été élevé par mon beau-père. Et la période où ma mère et mon père se sont connus, je n'avais pas d'informations là-dessus. Ce n'est qu'il y a quelque temps que ma mère et moi, on a eu cette discussion et qu'elle m'a expliqué tout ce qui s'est passé pour qu'au final, je vienne au monde et comment les choses se sont enchaînées. Et de la même façon que, quelque part, je trouve le commencement de mon histoire, je trouve aussi le commencement de comment comprendre c'est quoi écrire en tant que Bantou. Waouh, ok, écrire en tant que Bantou, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, je sens que tu veux déjà nous mélanger le cerveau. Là. Alors, je pense que Mouki et moi, on n'est pas prêts là. Il faut que tu nous expliques bien c'est quoi écrire en tant que Bantou. Alors, l'écriture Bantou a évolué dans le sens de... les premières écritures ont toujours été celles d'une écriture abstraite. Ok. Cette écriture abstraite était connue de tout le monde pour pouvoir communiquer. Donc, quand tu parles d'écriture abstraite, c'est quoi? C'est des signes? C'est des signes. Okay. Et parce que dans le langage, tu as le monde des lettrines et tu as le monde des dessins abstraits. D'accord. Et dans le monde des dessins abstraits, ce qu'on va par exemple te dire, tu vas voir un coucher de soleil. Un coucher de soleil dessiné, ça va peut-être représenter la mort. Parce qu'on va te dire que c'est quand le soleil est à l'horizon que les ancêtres sortent ou que le monde des morts et le monde des vivants communiquent. Okay. Donc maintenant, au premier abord, les Bantous créent des signes qui vont représenter l'homme, la femme, la vie, la mort, etc. Et tout le monde connaît les signes. Mais plus on rencontre l'étranger, plus on complexifie les signes pour éviter à ce que les messages que l'on passe entre nous soient connus des autres. Et à ce moment précis-là, plus on avance dans notre migration, plus cette écriture part du contexte global pour entrer dans le contexte traditionnel. Et quand il rentre dans le contexte traditionnel des initiations, l'écriture reste dans ses petites formes.
il y a des éléments qui restent en suspension. Et ces éléments en suspension, tu peux les retrouver et faire une corrélation avec l'écriture bantoue des personnes de l'Afrique du Sud. Et ça te permet de pouvoir te rendre compte que, mais en fait, quand on dit qu'en Afrique, on n'écrivait pas, on écrivait, mais pas comme tout le monde. On écrivait des valeurs sociales. On écrivait des paraboles. On voit un signe, ce signe représente une parabole, une valeur sociale. Et cette valeur sociale va être transmise. Et donc aujourd'hui, moi, je me suis inspiré de ça, du fait que j'ai réussi à comprendre à travers un graphiste africain qui a fait une étude là-dessus, qui a sorti des livres pour parler de toutes les écritures en Afrique. Quand je suis tombé dessus et que j'ai fait la comparaison, je me suis rendu compte que on écrivait en fait. Et c'était devant nous depuis tout ce temps, dans les traditions bouddhistes, etc., etc. Et j'avais aussi compris qu'il y a les questions de valeurs qui sont données à travers les initiations. Donc mon œuvre s'inspire du contexte folklorique, du contexte graphique et des valeurs transmises à travers l'initiation, qui sont des langages. Et ces langages-là, si tu sais bien les condenser, tu peux les utiliser comme utilisaient les anciens pour pouvoir traiter et aider les gens. Alors, du coup, vu que tu dis que la perception de l'art est différente entre l'Occident et l'Afrique, parce que je pense que moi, j'ai une lecture des choses où ce que les Blancs, ou en tout cas les gens qui vivent en Occident, appellent l'art, nous, ce sont nos choses. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Et du coup, comment ça se passe? Est-ce que vous, du coup, vous, les artistes, vous n'êtes pas un peu comme des gens qui... Vous êtes en train de trahir nos choses parce que justement, clairement la question se pose parce que justement, écoute, si c'est des choses qui nous appartiennent et que c'est notre langage et que c'est pas un langage que l'étranger doit maîtriser, est-ce que c'est pas justement vous les artistes dans les galeries, dans les biennales, etc., dans vos expositions, est-ce que vous ne nous trahissez pas quelque part? Vous ne trahissez pas ce qu'on appelle le secret, comme on dit. Alors, je ne parlerai pas au nom des autres, je parlerai à mon nom. Ok. Il est important de comprendre ce que ta culture, tes habitudes, ce que ton langage veut dire. Mieux tu le comprends, mieux tu sais comment on le forme pour créer des niveaux de lecture. Les niveaux de lecture sont lesquels? Il y a la lecture qu'on donne au peuple, la lecture qu'on donne à l'apprenti et la lecture qu'on donne aux personnes qui maîtrisent. Par exemple, pour l'œuvre que j'ai conçue, ceux qui viendront, qui sont du peuple, auront l'histoire. Ceux qui sont apprentis auront la connaissance des valeurs. Et ceux qui maîtrisent, avec moi, ne vont même pas discuter, vont me dire que « Petit, ce que tu as fait là ». Parce que les niveaux de langage font en sorte que, quelque part, le blanc qui ne connaît pas, quand il arrive, moi je lui vends une histoire. Je lui vends une histoire et en plus je ne mets pas les signes qui sont propres à la tradition. Je pars des signes de la tradition pour faire évoluer des formes. Je fais évoluer ces formes. Donc ça veut dire que toi, tu crées de nouveaux signes. Je crée de nouveaux signes en partant de la façon dont on a conçu les signes. Comme je te disais, on part de la question de l'abstrait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si je dessine un triangle, pour toi, c'est un triangle. Yes. Pour un traditionnaliste, c'est le signe de la femme. Ok. Tu vois? D'accord. Pour d'autres, dans un autre langage, c'est le signe de l'élévation vers Dieu. Donc, tant que tu n'es pas d'une certaine culture, tu ne peux pas comprendre. Ça veut dire que, par exemple, une forme abstraite en fonction de sa position, etc., Exactement. veut dire quelque chose en partant d'un peuple à un autre. Et justement, là, par exemple, ok, là, par exemple, on est en train de faire le podcast et tout, machin. Mais justement, est-ce que c'est pas tout ça un peu qu'on trahit? Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu sens que tu trahis quelque chose, que du genre que tu dévoiles des secrets? Non, je ne sens pas que je trahis des choses parce que je ne vais pas dans la profondeur. J'invite des gens à un premier niveau de connaissance. Pour le reste, si vous voulez connaître en profondeur, comme on dit chez les grands traditionnalistes, je t'amène vers la porte. Ce qui se passe derrière la porte, ça c'est toi avec toi-même. C'est l'heure de la traversée. Ça c'est toi ouais, avec parce toi-même. que après, oui, justement, être artiste, ça a l'air complexe. Être artiste, finalement, tu dis que tu t'es documenté. Ça veut dire que être artiste, je ne peux pas juste être moi, Miss Bouloualou, je commence à peindre. Donc, oui. Ça veut dire qu'il y a des choses à apprendre quand on est artiste. Et ça se passe comment pour toi, genre le processus d'apprentissage? Est-ce que c'est juste une décision personnelle ou bien il y a eu des codes, il y a eu des réalités qui t'ont imposé, par exemple, de faire des recherches, etc. Mais de façon générale, si tu veux être artiste pour ton plaisir, il n'y a pas de code. D'accord. De façon générale, il n'y a pas de code. Il y a ce qu'on appelle des choses innées qui vont être le talent, tu vois. Maintenant, pour rentrer dans certaines sphères artistiques, il y aura des codes.
Par exemple, on va te dire que dans l'histoire de l'art, il y a plusieurs niveaux de peinture. Il y a la peinture qu'on a fait à la Renaissance, il y a la peinture qu'on a fait à l'ère primitive, etc. Et toutes ces peintures-là, par exemple, auront des codes. La musique, c'est la même chose. Il y a le jazz, il y a le blues. Tous ces trucs-là ont des codes. Mais ça ne veut pas dire que si tu prends ta guitare et que tu fasses ton do, mi, sol, tu fais pas de la musique, tu fais de la musique. Mais maintenant, moi, dans le contexte qui est propre à moi, c'est qu'avant, je me sentais pas légitime, même si je connaissais toucher un instrument, même si je savais chanter, même si je savais écrire ou quoi que ce soit, je me sentais pas légitime parce que je me disais, j'ai pas fait l'école. Mais après, au bout d'un moment, tu apprends que mais ceux qui ont fait l'école, c'est les personnes qui, à la base, n'avaient pas de code. Un matin, ils ont eu l'idée de pouvoir dire, ça fonctionne comme ça. Et tout le monde, quand tout le monde a écouté, a vu, a senti qu'il y a une effervescence autour de ce que la personne a fait, il s'est dit, OK, ça veut dire que c'est ça la ligne. Mais un matin, quelqu'un peut venir tout bousculer et dire que c'est plus ça la ligne. Et du coup, justement, quand tu dis qu'avant, tu ne te sentais pas légitime, moi, je veux qu'on revienne un peu dans ton histoire parce que, comme je disais au départ, 2021, tu fais un concert. Genre, hey, tu sors d'où avec... Parce que je me rappelle qu'à cette époque-là, on te connaissait qu'en tant que photographe. Donc, tu sors un concert complet parce que je pense que c'est disponible sur une de tes pages parce que oui, il est comme une personne bipolaire, il a beaucoup de pages. Oui. Et ensuite, il y a aussi l'exposition Voyeur parce que je pense avec toutes les expositions par exemple qu'il y a eu aussi à l'Institut français, on découvre que le photographe n'est pas que juste le gars qu'on appelle photographe pendant les événements. C'est pas les gars qui nous prennent sous les échangeurs, des charbonnages, etc. C'est genre, à quel moment dans ton histoire, tu te reconnais comme un artiste, pas comme un photographe en général. À quel moment? C'est quoi le déclic, en tout cas, artistiquement? Je pense que le déclic, ça a été le fait que je prenais plaisir à faire des photos tout le temps, mais pas juste pour de l'argent. La première chose, ça a été ça. La deuxième, c'est que quand tu fais de la photo et que tu es dans la galère, ça t'aide à pouvoir faire une certaine forme de méditation. Ok. Parce que... Donc, tu es dans la galère, donc tu as faim. Non, explique d'abord le problème là. On a dit que votre vie n'a point d'oreille. Toi, tu viens nous dire maintenant que quand tu as faim, c'est là où tu es inspiré. Oui, parce que de façon générale, en fait, quand je suis dans la galère, c'est le moment où j'ai le temps de ne pas être distrait par autre chose. Je peux prendre le temps parce qu'en fait, j'ai pas de boulot. Ok, je peux pas manger à ma faim genre 3 fois par jour, mais au moins je peux bouffer une fois. Il y a l'ennui. Au lieu de convertir cet ennui à quelque chose qui va impacter les gens dans le sens de braquer parce qu'il y a la recherche d'argent, je me dis, ma compréhension de la vie m'a fait comprendre que tout vient à point tranquillement. Parce que comme on dit dans certaines paroles que ma mère me disait, si les oiseaux du ciel ne souffrent pas, c'est pas toi qui vas galérer, frère. Mais donc, à ce moment précis, je me suis dit... Ça veut pas dire qu'on vous encourage. Je me suis dit, j'ai un appareil photo. J'ai du temps. J'aime marcher. J'ai juste compilé... Tu as faim aussi parce que... Oui, j'ai faim. Mais j'ai juste compilé tous les éléments qui font que je me suis dit, si je sors, je fais des photos, peut-être je vais croiser quelqu'un qui va me donner quelque chose. Et du coup genre, c'est devenu Voyeur. Voyeur qui est quand même une exposition un peu compliquée. Voyeur qui est quand même une exposition un peu compliquée parce que tu montres des réalités. Et je me souviens même que le cover même de l'exposition, c'est un enfant qui est dans une maison décadente. Est-ce que c'est... En tant qu'artiste, parce que tu vois, tout le monde n'est pas aguerri. Je pense que c'est pour ça aussi que je fais le podcast, parce que je veux justement que tu nous fasses un peu comprendre. Quand nous, on voit ça, on se dit, est-ce que c'était quoi la volonté, par exemple? Là, on va parler de Voyeur, mais on va revenir sur ce que tu fais aujourd'hui. Mais quand on voit ça, est-ce qu'on doit se dire simplement que, ah, mais le gars là, franchement, est-ce qu'il est obligé de filmer ça? Parce qu'il y a des trucs là, on se dit, ok. Pourquoi il filme ça, en fait? Parce que c'est pas forcément ce qu'on veut voir, nous, dans le... comme tu disais, l'art, nous, on veut le beau. On veut voir une jolie demoiselle avec des belles formes pour dire, ouais, ça, c'est la femme africaine. Toi, tu filmes un gars qui pêche dans le caniveau. C'est quoi le bail? Le bail, c'est de pousser les gens à se poser des questions sur leur vécu. De la même manière que moi, quand je me baladais dans Libreville, parce que j'étais très curieux de découvrir les quartiers, et que j'avais la tête du terrain...
il s'appelle La tête du terrain. Ok. Quand je tombais sur des instants poétiques comme ce moment où tu as la maison en décrépitude. À la base, de petit, par exemple, moi, je l'avais pas vu. Quand je fais la maison, je fais la photo de la maison. Et c'est après, quand je rentre, que je vois le petit. Ok. Et que je me rends compte qu'en fait, ah ouais, lui, il est dans une condition de déséquilibre déjà de base. Ça veut dire que tu vis Ça va dans être une compliqué, maison tout ça. c'est compliqué, mais tu as CanalSat. Ça veut dire que tu es concentré sur le divertissement. Mais ça veut dire aussi que c'est la mentalité, quelque part, de l'environnement où tu vis. On est dans l'inconfort, mais on veut le confort. Au lieu de se battre pour pouvoir faire changer notre environnement, on veut juste le confort. Donc, face à des images comme ça, mon objectif, c'est que les gens prennent conscience que regardez la vie que vous fuyez. C'est-à-dire que, de façon générale, aujourd'hui, les gens courent. Yeah. Il y a un rythme à Libreville où les gens sont stressés, les gens sont pressés, les gens font tout pour pouvoir arriver à leur boulot, etc., etc., etc. Mais quand tu prends le temps d'observer, dans tout ce micmac-là, il y a des galères que les gens esquivent. Ils ne veulent pas regarder leur réalité en face. Tout ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils ont eu de l'argent, pourtant tout le mois, ils se sont plaints que j'ai pas d'argent, il va aller boire. Il boit, après il revient dans son même combat. Donc mon objectif premier, c'était de mettre les gens dans une condition de conscience. Prends conscience de ton environnement. Prends conscience de ce qui se passe autour de toi et tu te rendras compte que c'est pas si beau que ça, c'est pas si intéressant que ça. Et que tu peux apporter une pierre à l'édifice. Mais dans l'autre sens, l'aspect positif que je voulais donner, c'était rends-toi compte que toi, au moins, tu as un toit sur la tête. Ah, c'est pour la personne qui regarde la photo. Voilà. Ok, c'est-à-dire, toi, tu nous montres une situation un peu abracadabrante, tout en déséquilibre dans une photo, avec un enfant, parce qu'après, les enfants sont l'avenir du pays. Et donc, toi, tu veux que les gens se rendent compte que, ah, vas-y, hein, moi, je vis bien. Tu es mieux loti que lui. Ok, Et que quelque part, tu ne peux pas te plaindre. Mais tu dois pouvoir travailler pour pouvoir aider, par exemple, cet environnement-là à évoluer. Ouais, je vois. Et du coup, quand en tant qu'artiste, est-ce que tu penses que tes messages sont facilement captés? Parce que on est quand même dans un contexte, par exemple, là, je vais prendre le cas du Gabon, parce que tu as ta première exposition Gabon. Je sais pas si tu as fait des expos à Dakar, mais là, ça veut dire que, du coup, est-ce que là, l'objectif, il est atteint, par exemple, avec ton exposition? Est-ce que tu as senti que l'objectif a été atteint, pas par les Toubabs? J'ai rien contre les Toubabs, mais on sait qu'eux, ils ont déjà une certaine sensibilité des choses, ils ont une capacité d'analyse. Et nous, tu dis, on est dans le rush. Est-ce que tu as senti que, par exemple, des Gabonais ou des Africains en général comprenaient le message? Oui, ils comprenaient le message parce que l'histoire leur parlait. C'est ce que je dis dans le fait qu'un artiste qui vient faire une œuvre artistique doit prendre en compte le contexte. L'exposition Voyeur a réussi à vendre 12 photos à des Gabonais. On parle de photos qui chacune valaient 150 000 francs. Ah man, tu as le gain. Oui, j'avais le gain ce jour-là. J'étais riche. Et du coup, justement, en parlant d'expo, parce que c'est bien de dire c'est quoi un artiste, machin et tout, et tu sais que nous, au Bled, nous, si c'est pas le bureau, le paraître, la Kia Morning, nous, on n'est pas avec toi. Donc, du coup, t'en as vendu combien de toiles? J'en avais 36, j'en ai vendu 13. Et dans les 13, 12, c'est les Gabonais qui ont acheté. Waouh. Ok. Intéressant. Donc, tu as vendu 13 toiles. Et le reste, c'est où maintenant? Le reste, ça va revenir un matin. Ok. C'est avec moi. Mais en fait, c'est ça que les gens, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ceux qui ont acheté les œuvres, et c'est ça que les gens ne comprennent pas du monde de l'art, c'est un investissement qu'ils ont fait. Un investissement historique parce que les images sont des images du pays. Et dans quelques années, quand le temps a passé, les gens vont chercher ces images-là pour savoir à quoi ressemblait Libreville à telle période. Ou quand ils vont tomber dessus, ils vont se rendre compte que mais ça, c'est un tel quartier. Et ensuite, un investissement dans le cadre monétaire parce que la valeur de l'œuvre augmente avec la valeur de l'artiste. Plus je fais de résidences, plus je fais d'expositions, plus je suis connu dans le monde, plus il y a des personnes qui veulent avoir tes œuvres. Donc le jour où tu es Nguébé, frangin, si tu es Nguébé, donc ça veut dire et que tu as acheté ma photo, les selfies qu'on a, voilà, si tu as acheté ma photo, et quand tu dis que l'artiste tel maintenant est coté à temps, tu rends ma photo à plus de 150 000. D'accord. Will, j'espère que tu as bien écouté. Donc, Mani, on a les photos, les vidéos. Donc, imagine un peu le gain qu'on va se faire. Mais, et du coup, justement, là, on vient maintenant dans l'art business parce que c'est bien d'être artiste et moi, je le respecte beaucoup. Je crois que c'est un univers qui est compliqué parce que pour avoir été manager de beaucoup de types d'artistes, des cuisiniers, de massa, etc., etc., c'est le seul truc que je peux dire de vous tous,
c'est que vous êtes tous capricieux. C'est fou comment les artistes sont capricieux, surtout en condition là où il est artiste. Oh là 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 là, on ne doit pas faire les choses à une certaine heure, on ne doit pas aller à tel endroit, il y a des codes, il y a trop de choses. Et justement, l'art business, du coup, tu t'envoles pour Dakar. Tu t'envoles pour Dakar. Déjà, c'est quoi le déclic? Ensuite, tu t'envoles pour Dakar. Nous, on te connaissait ici en tant que photographe. Même le concert et tout, parce que tu vas nous parler un peu du côté musical, parce que justement, on t'a découvert là en 2021, mais après, suis Lydie. Que s'est-il passé entre-temps? Je crois même qu'il y avait des sons avant même ce concert-là. Donc, du coup, Dakar, c'est quoi le déclic? À quel moment tu te dis que c'est là-bas où tu dois aller? Mais je me dis que Dakar, c'est le déclic quand Wilfried, je crois que c'est Willy Photographie, se fait questionner par Tis Warren Jazz et Tis lui demande qu'est-ce que tu penses d'Horatio en tant que photographe. Et Wilfried lui répond Horatio, c'est un vrai photographe. On est dans un pays, on ne veut pas les vrais photographes, nous on veut les gens qui nous rendent des services. Ça, quand on m'a dit ça la première fois, j'étais vexé. Parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que je ne vaux pas... the money, on sait que les gens se font ici. Voilà. Ah, okay. Mais après avoir discuté avec Draman de l'Institut français, oh, big up, papa Draman. le vraiment. grand, il a dit, quand il a vu l'exposition, à la fin de l'expo, il est venu me dire, Petit, tu as vu, tu as fini, tout ça là, non? Tu as fait le tour du Gabon, non? Bon, casse-toi. Ok, est-ce que ça veut dire que le Gabon, c'est vraiment pas un pays d'artistes? Non, c'est pas ça. Toi. Ça veut pas dire que le Gabon, c'est pas un pays d'artistes. Ça veut dire que pour pouvoir mettre en place une industrie culturelle au Gabon, comme je dis, il faut des sacrifices. Il faut des gens qui acceptent de mourir. Ah, ok. Mais il faut aussi des personnes qui, dans cette question d'accepter de mourir, ont une certaine forme de reconnaissance et des relations. Yeah. Et c'est ça que tu dois pouvoir construire. Parce que les artistes que tu veux prendre en main, tu les prends à un point A. Oui. Quel est ton circuit pour arriver au point Z? Yeah. C'est ça qu'il faut que tu puisses savoir. Donc, quelque part, c'est pas que tu te sacrifies dans le sens que tu fais pas d'abord ta vie. Fais ta vie, mais quand tu reviens, est ton circuit parallèle. Parce qu'il y a un circuit interne au Gabon où l'artiste est pris au point A, après, on l'éteint, ou il disparaît. On le fait signer un contrat. Dans ce contrat, il va faire des productions qui ne vont jamais sortir. Et au bout d'un moment, l'artiste est frustré. Alors qu'en réalité, une vraie maison de production, une vraie galerie, en tout cas un élément qui prend en compte un artiste, tu peux savoir à travers les artistes qu'elle a eus, elle a pris tel au point A, arrivé au point Z, c'est devenu une superstar. Tel au point A, arrivé au point Z, il a vendu tant. Donc, on a vraiment besoin de cette question de sacrifice humain. Et au Gabon, personne ne veut être derrière. Tout le monde veut être devant. Du coup, ouais, là tu es déjà parti. Donc, ça veut dire que tu peux rester, puis tu restes. Je peux pas. Est-ce qu'on peut déjà te sacrifier? Pour l'instant, non, parce que je n'ai pas encore assez d'années de carrière. Ok. Dans la vie, dans la vie artistique, il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est que il y a le moment où tu es au devant de la scène. Et dans ce moment de devant de la scène, tu produis beaucoup. Yeah. Tu profites de tout ce qu'il y a autour de toi, de tous les langues qu'on te donne. Mais il y a une deuxième phase qui est après, c'est celle où quand tu commences à devenir un peu plus vieux, ça veut dire que même les résidences, les open calls et tout ce qui est offert aux artistes, il y a un âge. À partir par exemple de 35 ans, il y a des appels d'offres que tu ne peux pas répondre. Okay. Parce qu'on considère que tu n'es plus si jeune. Donc si avant tu n'as pas géré certaines choses, c'est mort, tu vois. Ouais, je vois. Mais donc, à partir d'un certain âge, tu as assez d'expérience pour te convertir en tant que personne qui va par exemple être un mécène ou ouvrir une école. C'est ce que les gens oublient dans le monde artistique. On se dit, il n'y a que le fait d'être au devant de la scène. Mais les artistes qui gagnent de l'argent aujourd'hui, c'est ceux qui ont compris que je n'ai pas forcément besoin de vendre une œuvre, mais je peux vendre une technique. Au Sénégal, par exemple, il y a Madame Koné, qui est la directrice de l'école des Sables. Ouais, une école que je suis beaucoup. Elle nous a expliqué la dernière fois qu'on avait discuté avec elle que ça fait près de 70 ans qu'elle fait de la danse. Mais ce n'est qu'il y a quelques années qu'elle commence à vivre de sa danse. Pourquoi? Parce qu'elle a d'abord enseigné à plein de personnes qui sont devenues plus connues qu'elle. Mais toutes ces personnes-là, quand elles sont arrivées, on leur a demandé qui vous avez appris votre manière de danser où?
c'est la technique de Koné de l'école des sables. Donc, au bout d'un mois, un matin, l'Allemagne t'appelle. Oui, madame, on a tel programme, on a besoin que ce soit vous qui fassiez ça. Parce qu'on a vu tel, il nous a dit, c'est vous qui le faites. Mais du coup, le comparatif, du coup, tu pars du Gabon, le Sénégal, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui est mieux là-bas? Qu'est-ce que tu penses peut-être qu'on n'a pas ici au Gabon en plus? Et c'est quoi? Est-ce que c'est mieux? Ça se voit que c'est mieux là-bas, mais c'est peut-être faire un peu le comparatif et peut-être dire, vu que tu as eu l'occasion d'être ici, d'aller là-bas, d'évoluer, de venir voir un peu si ça a évolué ici au Gabon et tout, c'est comment? Là, c'est quoi ton analyse par rapport à entre Dakar et Libreville, par exemple? Alors, la différence, il n'y a pas de très grosse différence entre Dakar et Libreville. Ok. On a les mêmes problèmes. D'accord. La grosse différence, c'est le caractère humain. Au Sénégal, lorsqu'on a une problématique de conditions artistiques ou culturelles, les gens se mettent ensemble en collectif pour agir. Et dans le collectif, ce qui compte, c'est l'idée principale. C'est pas le fait de mettre quelqu'un en avant. D'accord. On se dit que on veut défendre par exemple le féminisme à travers l'art. On va faire des projets artistiques autour du féminisme. Et on va se réunir, on va chercher des fonds, on va X quelque chose en portant le projet en avant. Et en évitant de se mettre en avant du projet. Donc si on va te dire par exemple qu'il y a la Kimpavita, qui est un collectif de femmes qui fait le féminisme, tu vas voir le nom de la personne qui gère la Kimpavita, mais pas tout le temps. Tu vas voir que la Kimpavita. Ouais, parce que l'objectif, c'est d'être focus sur le Voilà. projet et pas sur les personnes. Et donc, ils vont faire des événements comme ça et se mettre en collectif pour X. Au Gabon, on a un problème avec le collectif. C'est que dès le moment où dans le collectif, il y a un personnage qui sort du lot, on se focalise que sur lui. Et le personnage en question, parfois, n'arrive pas à ramener les éléments vers le fait que c'est pas moi la star, c'est le projet la star. De notre côté, il y a une certaine forme d'indépendance de l'humain au Sénégal. Au Sénégal, les gens savent que j'ai une idée, je vais me lancer. Même si c'est compliqué, je vais me lancer. Ici, on attend l'état d'affaires, le ministère de la culture d'affaires, etc. Ce qui a fait en sorte, par exemple, qu'au bout d'un moment, on reconnaisse la qualité de l'artiste au Sénégal et quand on parle le fait que le ministère et les assurances reconnaissent les artistes. C'est parce que tu as eu plein de collectifs qui sont montés en association, qui sont allés voir à plusieurs reprises les ministères, etc. pour dire que à quel niveau? En tant qu'artiste, voici ce qu'on gagne. Voici ce que ça rapporte. Ils ont fait une vraie audit des choses pour dire que l'industrie culturelle par année, c'est ça qu'on vous rapporte. Donc, au bout d'un moment, c'est un travail. Et arrêtez de nous prendre pour des fous, en fait. On a besoin, en sachant qu'on vous amène déjà le tourisme. On a la biennale qui est faite chez nous. C'est que quand il y a le Biennale, Fashion Week, au bout d'un moment, ça veut dire qu'on fait un vrai travail. Il y a un vrai taf qui est sérieux. C'est ça. Et ensuite, aussi la question de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pendant longtemps, les personnes qui géraient la culture au Sénégal, c'est des personnes qui ont fait la culture. Nous, ici, très souvent, la personne qui monte à la culture, peut-être quand tu regardes bien, il n'a pas fait la culture. Donc, c'est un peu compliqué, quoi. Ok, on pense comme ça à NG Bling. Oh my God. Ok, je vois un peu le parallèle. Ça veut dire que je pense que c'est quelque chose qu'on se reproche déjà beaucoup au Gabon, c'est que, gars, il faut qu'on se concentre sur l'objectif à atteindre. On s'en fout que ce soit Mouki, Miss Bouloualou qui porte le projet. Le plus important, c'est que le projet voit le jour et que on puisse évoluer ensemble. Moi, par exemple, j'ai un problème avec les collectifs parce que je trouve que les collectifs meurent. Dans les collectifs, c'est souvent les membres du bureau qui sont les plus à l'aise, qui trouvent les postes ministériels à la fin et puis deviennent conseillers de X et de Y. Et c'est vrai que voilà, l'art se meurt parce que pour avoir quand même analysé les choses, ça fait 6 ans que je suis rentrée au Gabon et je me rends compte que c'est la même chose partout. Hein. Mais même pour la petite parenthèse, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire comprendre aux jeunes au Sénégal que quand tu as un moment où tu as maintenant la lumière sur toi, surtout les acteurs à l'heure actuelle, parce que l'industrie du cinéma au Sénégal prend... Ça pète. Les acteurs qui étaient là avant expliquent aux jeunes que si aujourd'hui je peux continuer à faire du cinéma sans être dans une galère, c'est parce que quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'ai investi.
Tu as des acteurs qui ont monté des restaurants, d'autres qui ont monté, comment ça s'appelle, des parcs d'attractions, etc. Ils ont converti leur argent, ils se sont rendus compte que la célébrité dure un temps. Pour d'autres, ils avaient l'élément technique. Et le technicien, lui, en tout cas, tu peux faire ce que tu veux. Voilà. Toi, quand tu es en PLS, il y a toujours quelqu'un qui l'appelle. Ok. Et du coup, toi, tu es un artiste pluridisciplinaire, c'est-à-dire tu es artiste photographe parce qu'aujourd'hui, quand je regarde tes réseaux sociaux par rapport à l'époque, il y a eu une grosse évolution. Tu es artiste photographe, je vois que tu filmes beaucoup de paysages, je pense que c'est ce qu'on voit sur tes réseaux. Tu filmes quand même pas mal de paysages. Tu es graphiste parce que tu as Hors Studio. Je pense que Hors Studio, c'est aussi ton entreprise, c'est ça? Et en parlant d'Hors Studio, avant on aille loin, du coup, c'est genre le fa là-bas, c'est comment? Oh. parce que là, on parle aussi business. Ça veut dire que le fa là. Tu veux savoir comment on trouve le gars? Non, du genre, parce que tu n'es pas sénégalais, est-ce que c'est chaud? Genre C'est chaud si tu dors. Ok. Vraiment, si tu dors, ta vie dort. Si tu dors, ta vie dort. Okay. Quand je suis arrivé les premiers mois, la chose que j'ai faite, c'est aller dans des soirées. Mais pas aller dans les soirées où les Gabonais partaient. Bon, c'est là où... Tu as quand même fait ton Gabonais, tu allais en soirée. Non, mais la différence, elle est là. C'est que moi, je suis arrivé dans un pays étranger. Je disais, déjà, tu arrives, les Gabonais te disent, faut pas traîner avec les Gabonais. Bon. Non, ça, c'est un classique. Voilà. Ça, c'est un classique. Donc, quand tu écoutes ça, et que tu vois que les gars avec qui tu marches, eux, c'est, man, il n'y a pas 10 000 ans, on va boire un truc. À un moment, tu regardes, tu sens que je suis pas venu pour ça. Je suis pas étudiant. Moi, je suis venu de mon propre chef. Okay. Donc, ok. Je suis venu pour un monde artistique. Je vais en galerie. En galerie, j'ai croisé une personne qui était en études, qui est devenue curatrice aujourd'hui, avec qui j'ai fait une exposition. Et cette personne, c'est la première personne qui m'a dit, il y a telle soirée, il faut que tu viennes. Tu viens dans ces soirées, elle te présente un peu à tout le monde. Elle te présente à tout le monde. Tu rencontres un mannequin qui bosse pour la Fashion Week, qui demande ce que tu fais. Tu présentes ton téléphone, elle regarde, elle te met dans le listing de la Fashion Week. Tu travailles pour la Fashion Week. Ouais, tu vas dans une autre galerie parce que tu as rencontré une dame qui revenait du Gabon au cours d'une soirée DJ et ce qu'elle a fait comme musique était intéressante. C'est l'ouverture en fait. Moi, je suis allé vers les gens de façon très enfantine en me disant ce que tu as fait intéressant et et discuter. Et la personne te dit, par exemple, ouais, moi je reviens du Gabon et mon chien, par exemple, s'appelle Bouti. Mais il faut qu'on se pose pour. Elle a appelé son chien Bouti. Non, mais attendez, un peu de respect. Un peu de respect. Et son chien, il est vraiment un peu perturbé, quoi. Mais cette dame, par exemple, elle m'a demandé de venir à son exposition. À son exposition, j'ai rencontré une dame qui n'avait pas l'allure de quelqu'un qui avait de l'argent. Elle ressemblait vraiment à, on va dire, le vieux du village, quoi, la vieille du village. Ok. Et c'était une blanche, c'était une toubab. Donc, à un moment, avec nonchalance, elle me dit, on va se présenter. Tu t'appelles comment? Je dis Horacio. Moi, c'est Camille. D'accord. Tu fais quoi dans la vie? Je dis, je suis photographe. Ah, tu es photographe? Montre un peu ce que tu fais. Elle a pris mon téléphone. Elle a zappé. Après, elle m'a fait, bon, ok. Oui, donc, chez Cécile, il y a telle chose. Donc, à un moment, tu finis la soirée, tu rentres chez toi, 16h. Quelqu'un t'appelle. Bonjour, c'est Monsieur Horacio. Oui, nous sommes Electrafrique. Nous nous occupons de faire des soirées afro-électro sur Dakar. On a besoin d'un photographe de 16h à 23h. On vous paye 80 000. Vous prenez, oui ou non? Ok. Moi, j'ai pris. C'était la première fois que des personnes me payaient vraiment un gros salaire parce que j'étais là depuis 3 mois. Et les gens qui t'appellent, c'est les Gabonais qui te disent non, on va te payer. On te prend de 18h à minuit, on te paye 30 000. Fou en fait. Mais en fait, quand j'ai saisi cette opportunité-là, ils avaient des soirées chaque mois. Ouais, ça faisait déjà des entrées. Ça fait une entrée, tu vois. Et ensuite, mis à part ça, j'avais rencontré le pôle de Marodi qui s'occupe des traductions. Ok. Et dans cette boîte, il y avait le directeur qui, lui, s'occupe aussi de pouvoir mettre en avant, digitaliser les artistes. Et il y a une artiste que les gens peuvent regarder sur YouTube qui s'appelle Mia Guissé. Tous les covers de Mia Guissé, c'est moi qui les ai faits. D'accord. Pourquoi? Parce que il a vu que je faisais des photomontages. Il m'a dit, bon, moi j'ai un bureau là, avec un ordi. Tu t'assois là, tu ne payes rien. La seule chose que j'ai besoin, c'est que quand j'ai besoin d'un photographe ou d'un graphiste, tu es disponible. Mais on va te payer. Ok. Donc il a commencé à me payer des trucs. Donc j'avais déjà 80 000 francs mois, plus 30 000, 15 000. Ça arrondit déjà, tu vois. Ouais. Et là, tu te positionnes en te disant que j'ai une entrée. Au bout d'un moment, je suis d'abord dans des colocations. Après, je me dis,
je veux prendre un appartement. Et tout le monde te dit, non, tu peux pas prendre un appartement à 100 000, tu peux pas payer ça. J'avais la haine. Moi, j'avais la haine. J'étais dans la rage. Je me disais que non, regarde, je suis venu ici, je vais le faire. Et au bout d'un moment, je me suis retrouvé à avoir mon appartement de 100 000. Parce que les petits boulots qu'on m'en venait, l'argent tombe, tu mets de côté. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y avait là aussi le côté où réussir, c'est pas difficile, mais il y a la condition. Il faut aussi le décider. Il faut le décider, en fait. Parce que quand moi j'analyse le truc, si tu dis qu'avec tes potes, à un moment donné, tu as dû te séparer de tes potes parce que tu te disais, bon, moi, je suis pas venu, je suis pas étudiant, donc du coup, je suis pas à la charge de quelqu'un ou peut-être de l'État. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. Oui. On n'a pas les mêmes problèmes, etc. Je me suis retrouvé, j'ai fait 1 an, personne ne venait chez moi. On m'a traité de... Ouais, depuis que tu gagnes de l'argent, tu as changé. Non, j'ai pas changé. J'ai compris une chose. Dans la vie, frère, sois concentré. Arrête ça. Tu es venu dans le pays d'autrui. Vous êtes là. Et c'est ça le pire pour moi, c'était que je me suis dit, je suis là en 3 mois, 6 mois. À avoir des trucs. J'arrive à avoir des trucs. Mais ça fait 7 ans que vous êtes là, les gars, quand même. Arrêtez ça. Ah, c'est chaud. Hein. Et là, je pense comme ça à Nguyen Yembas, qui est aussi là-bas, qui brille, mais terriblement, le gars. Fait de ses fashion shows. Je le regarde sur les réseaux et je me dis, ah ouais, je vous dis, là, les Gabonais, si il disparaît, vous perdez mais en fait, en réalité, ce que les gens ne comprennent pas au niveau du Sénégal, je dis ça toujours à tout le monde. Dakar, c'est une ville. Le Sénégal, c'est un pays où tu veux devenir riche, tu vas être riche. Mais ça demande une certaine condition mentale et un comportement. Ce qui fait en sorte que je ne comprends pas quand je vois des frères gabonais qui sont au Sénégal qui ne veulent pas s'ouvrir. Un, il va te dire, je ne veux pas apprendre le Wolof. Ok, d'accord. Mais, gars, comprends quand même. Et comment tu veux pouvoir postuler à certains postes qui sont managers, ou etc., de ton école, que tu as fini l'école, par exemple, tu as fait un master en management, tu ne parles pas Wolof dans un pays où on parle Wolof. Comment on te garde? On ne peut pas te garder. Déjà par expérience, je sais qu'en Afrique de l'Ouest, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le fait que tu t'intègres pas. Qu'est-ce que tu veux montrer? Et ce qui fait que moi, quand je suis arrivé dans des positions comme ça, où je ne parlais pas forcément Wolof, mais quand on m'a appelé, j'étais là à l'heure. Ce que les Sénégalais aiment, c'est tu es là à l'heure. Même si, quand on a un problème, tu fais first proposition. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec une ONG qui a dit au Big Boss, il n'y a pas un autre photographe qui nous filme. C'est lui qu'on veut. Je suis arrivé à la soirée en question. À la base, j'étais là pour juste venir voir comment on a imprimé mes photos. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont dit à la personne qui organisait que votre photographe, là, on ne veut pas le voir. Parce qu'ils savaient que lui, on bosse avec lui, c'est nickel. Et même pendant le shooting avec eux, je ne parlais pas Wolof. Mais j'essayais quand même de donner des mots en mode kaifi, des trucs comme ça, tu vois. Et la personne te regarde et elle rigole parce qu'elle sait que tu n'es pas sénégalais, oui. Mais pourquoi tu vas pas français? Je dis, j'essaye quand même, tu vois. Yeah, l'intégration. C'est ça, en fait. Yeah. Et c'est ça qui t'ouvre le champ, parce qu'au départ, j'étais très collé aux personnes que je venais à peine de rencontrer. Mais une fois, on m'a donné l'occasion et on m'a dit, OK, on te fait un mail. On a besoin d'une proposition financière, ton portfolio, et etc. Et ce qui est intéressant au Sénégal, c'est ça, c'est que même si la personne te connaît, quand elle te recommande pas dans le sens de c'est mon petit. Non. Elle va dire à la personne, j'ai le numéro de tel. Vas-y, appelle. Quand on t'appelle, on te demande les mêmes éléments qu'on demande à tout le monde. Et on te juge sur ça. Il y a clairement... Donc ça veut dire que même si on t'a proposé dans le réseau, ça veut dire que c'est ton travail qui va toujours parler pour toi. Donc, détermination, intégration aussi. Et puis, ponctualité. Je pense que ces 3 valeurs-là, bon les gars, il faut qu'on fasse un effort parce que voilà, tout le monde ne pourra pas aller à Dakar. Il faut qu'on décide aussi dans notre contexte d'évoluer. Je disais donc que tu es un artiste pluridisciplinaire, artiste photographe, vidéo, machin. En tout cas, tu es beaucoup dans les grave. Et arrête ça. Musique, artiste, chanteur. Avant, on faisait le rap, mais là, le rap depuis un moment, voilà. Artiste, chanteur, photographe, réalisateur, danseur de crump, metteur en scène, illustrateur, graphiste. Disons que, comme j'aime dire aux gens, je suis un bon vivant. Dès que je me vois un truc, je fonce. D'accord, ok. Et du coup, reparlons de la musique. Tu faisais de la musique avec Tis Warenja à l'époque de Port-Gentil. Je pense que tu en as quand même fait quand vous étiez ici. Et c'est là où je suis devenue un peu plus photographe. Et voilà, le concert musical.
aujourd'hui, le graphisme, d'Ouvangu et tout, et tu rentres au Gabon, grande pompe et tout. C'est quoi le truc là maintenant, là aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es là, tu es au Gabon, mais tu pars bientôt là. Tu retournes bientôt à Dakar. C'est quoi le truc? Ça veut dire que là, ça va évoluer donc quoi? Du coup, 2025, par exemple, de Horace, c'est qui? C'est Horace, B. Horace, Horacio. 2025, c'est Horace, c'est le musicien qui revient. Ok. Parce que j'ai travaillé dernièrement sur un festival de musique et le directeur du festival m'a demandé de participer à ce qu'ils appellent des Unplug. C'est un concours où, à la fin, le gagnant se fait produire par la maison de production. Et comme il a écouté certaines de mes musiques, il m'a dit « J'ai intérêt à acheter une guitare et à venir sur scène ». Et en même temps, j'ai eu 2-3 personnes que j'ai rencontrées avec qui je dois monter un groupe. Et ce groupe-là va jouer de la musique assez particulière. Ok. Donc je pense que d'ici 2025, je serai là pour des concerts, quoi. Mais du coup, comment tu arrives à gérer justement tout le personnage artistique que tu es? Parce que si tu es pluridisciplinaire, moi par exemple, Miss Boulalou a besoin d'un artiste photographe. Déjà, pour ceux qui ne savent pas, c'est lui qui a fait toute l'identité graphique du Dodo Morning. Du Dodo Morning déjà. Et j'étais la voix. Ah oui, à une époque, c'est vrai que c'était lui la voix jusqu'à il est venu sur l'écran. Mais du coup, moi, j'ai besoin d'un artiste photographe aujourd'hui. Mais entre-temps, tu as une opportunité pour faire une installation quelque part. Et on t'appelle aussi pour venir et tu as un entraînement de musique. Comment tu gères ton temps quand tu es artiste pluridisciplinaire? Est-ce que tu te dis, bon, cette année, je me consacre à X ou ce mois-ci, je me consacre à Y pour me consacrer à autre chose après? Ben, l'idée, c'est comme on dit, c'est de programmer. La question au Sénégal, c'est qu'au Sénégal, je prends le temps de toujours tout programmer. Si j'ai besoin de faire un temps où je dois juste composer, je me prends une période où je travaille pour avoir assez d'argent pour dire que je peux payer par mon loyer sur 3 mois, payer ma bouffe sur 3 mois. Et pendant les 3 mois, dans ma chambre, j'ai acheté mon matériel pour composer, je compose. J'invite mes potes, on joue de la musique, on fait des XY choses. Et après, les 3 mois, je sais que je ressors sur autre chose. Wow. Donc, c'est vraiment une question de programmation. Et aussi, c'est pas parce que tout le monde t'appelle qu'il faut saisir toutes les opportunités. Ok. Il faut prendre le temps de savoir pourquoi tu vas dans une opportunité et pas dans une autre. C'est ce que la vie artistique m'apprend tous les jours. Souvent, en tant qu'artiste, on a des opportunités avec beaucoup d'argent. Mais le problème, c'est que si tu suis l'argent, tu vas te faire chier fort. Parce que c'est cool, gagner 1 million un jour. Un mois plus tard, on te fait un truc où on te paye 200 000 jours. Donc, tu sais qu'à la fin, tu es peut-être dans les 5, 6, 7 millions. Tu es en mode genre... Cool, mais après, les personnes que tu rencontres, le problème de l'artiste, c'est ça, c'est qu'il fonctionne mieux avec un entourage précis. Moi, c'est le mood. Dès que quelqu'un m'appelle pour me dire, on a besoin de toi pour telle chose, mais que dans la discussion, je sens que tu méprises mon travail et que tu veux juste quelqu'un pour remplir une tâche, je n'accepte. Même si tu payes gros, je ne fais pas. Okay. C'est comme aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui m'appellent pour des mariages en photo. Mais je dis toujours aux gens que j'aime les petits mariages, j'aime pas les gros mariages. Ok, donc ça veut dire que gagner de l'argent, ça rend maniéré quand on est artiste. Oui, ça rend maniéré parce qu'en fait, comme les gens arrivent, comme les gens vont te dire, on peut pas mettre une cotation réelle sur le travail de l'esprit. C'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose qui vient d'une imagination. Ok. Ce qu'on paye, c'est pas ce que tu crées, c'est ta valeur. Donc donne-toi de la valeur. Ok, d'accord. Donc, on va bientôt terminer notre épisode. Donc, je voulais... Mais si tu dois dire de façon simple, là, on tire vers la fin. Si tu dois dire de façon simple, c'est quoi un artiste? Un artiste, c'est quelqu'un qui apprend à se connaître et qui se rend compte qu'au bout d'un moment, quel que soit ce qui se passe, il a quelque chose dans lui qui peut lui permettre de pouvoir s'en sortir dans n'importe quelle situation. Il a un feeling qui peut lui permettre de pouvoir comprendre les gens autour de lui. Okay. Et il a aussi un 6e sens qui peut lui permettre de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir avancer. Et dans tous ces éléments-là, il combine ça pour créer une œuvre qui va parler à des personnes qui vibrent à la même hauteur que lui. Ok, moi je voulais que tu donnes aussi un message à quelqu'un qui est artiste, surtout dans côté graphisme, tout l'abstrait là, parce que la musique encore, on est déjà très vibe, on est très musique aujourd'hui. Regarde, il y a qu'à voir jusqu'où Emma va aujourd'hui, mais
surtout côté graphisme, illustration et tout, quelqu'un qui se sent artiste dans ça, peut-être il y en a qui sont des développeurs 3D, etc. Mais quelqu'un qui se sent artiste dedans, qu'est-ce que tu lui dirais pour... Quel est le message en fait que tu lui passerais? Si tu sais dessiner ou tu sais faire des trucs 3D, fais-le tout le temps. C'est ça ton travail, surtout si tu ne fais pas d'école pour ça. Fais-le tout le temps, ça va te donner la dextérité. Fais ta propre formation, pas sur YouTube, regarde, mais surtout, construis une histoire avec ce que tu es en train de faire. Construis une série, quelque chose qui est redondant et mets-le en avant. N'oublie jamais de pouvoir le mettre en avant et d'en parler. Parce que c'est comme ça que les gens, quand ils remarquent, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ils t'appellent en fait. Il ne faut pas se dire que je ne peux pas pouvoir réaliser mon rêve. On est en 2024. La personne qui me dit aujourd'hui qu'il ne peut pas réaliser son rêve, quand même, je dis que là, il y a un problème. Parce que tous les moyens qu'on a Emma, par exemple, c'est TikTok. Tu vois, nous, les graphistes, photographes, c'est Instagram. Davis Harris, qui est aux USA, c'est Instagram. Marc Posso, qui est avec moi, qui est en galerie en France, c'est Instagram. Moi-même, au Sénégal, qui suis dans la Biennale, c'est Instagram. Les gens scrutent ton Instagram et quand ils scrutent tes réseaux, si tu es constant, ça fonctionne. Ok, Horace. Donc là, c'est après Douvangou, c'est quoi la suite? Après Douvangou, il y a la Biennale de Dakar. Ouais, c'est quand ça? À partir du 11 novembre, je pense. 7 novembre. Ok. Et 7 ou 11 novembre. Et je serai en exposition dans une galerie pour la Biennale. Ok. Et ensuite, mis à part ça, il y a d'autres résidences et tout un programme de festivals sur lesquels je suis positionné depuis déjà 2 ans qui vont reprendre. Et aussi, comment dire ça? En fait, le programme est chargé. Ouais, le programme est très chargé. Il y a plein de choses qui vont arriver. Mais aujourd'hui, je vais communiquer beaucoup plus sur mes réseaux et prendre le temps de pouvoir bien parler de ce que je fais parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une jeunesse qui me regarde. Il y a vraiment des gens qui prennent le temps de consulter ce que je fais. En parlant de jeunesse, est-ce qu'il y a des Gabonais qui viennent te dire qu'ils veulent apprendre ce que tu fais? Oui, mais moi, pour l'instant, j'arrive pas à pouvoir... Les Gabonais de Dakar, hein. Je parle des Gabonais de Dakar dans le... Non. Okay. Parce que les Gabonais de Dakar, il y a des Gabonais de Dakar qui font des choses et l'autre, c'est les étudiants. Les étudiants, souvent, ils sont pas très sérieux. Ok, si vous êtes étudiant à Dakar, on vous connaît très bien. Vous faites partie de la diaspora, l'une des diasporas les plus fortes. Vous voyez, on a plein d'exemples. On a Coco Mielleuse, je sais, on a Coco Mielleuse. On a pas mal de Gabonais qui font des choses. Je pense à Mafsista Obonnan. On a pas mal de personnes. Donc, essayez de faire quelque chose. Vous avez un exemple, il est parti déjà, il cherchait déjà au Gabon, il est parti se chercher à Dakar. Donc, arrêtez. Vous avez l'avantage d'être étudiant et que les parents vous financent encore. Cherchez-vous là-bas. Nous, on va clôturer comme ça ce 2e épisode qui était bien chargé, hein, franchement bien chargé. On a parlé de c'est quoi être artiste avec Mr. B. Horatio, hors studio. Ah, ça fatigue. Chaque année, un nouveau personnage. Voilà, chaque année, un nouvel esprit. Ça, depuis un moment, on commence à m'appeler Jésus aussi. Donc... Voilà, à cause de ces longues dreads. Donc, vous remarquez qu'on est encore en audio parce que je tiens à ce que vous captiez les messages. Il faut que quand vous lancez le podcast, vous continuez à faire vos choses, mais que vous soyez imprégnés justement par la qualité de mes invités. C'était d'abord le premier épisode avec Mamkoum, là le 2e épisode avec Horatio. Je vous remercie de nous avoir écoutés, tous mes associés du Bouloalou Gang. N'hésitez pas à nous partager votre définition de l'art si Horatio a menti. Parce que si vous êtes aussi des artistes, il faut aussi venir d'ici, il a menti. Parce que là, nous on est dans le fait. Là, on J'ai bien dit, chacun a sa définition. Il ne faut pas venir me dire parce que c'est le paraître artistique qu'il est venu faire avec nous, mais nous on vous dit merci, on dit merci à Horace, bonne chance pour la suite. Merci. Et donc on se retrouve prochainement pour un autre épisode du Bouloalou Talk. Bisous bisous, Miss Bouloalou.